Nuit du 30 au 31 janvier 1918. Les bombardiers allemands Gotha franchissent les défenses et lâchent leurs bombes sur Paris. Au matin, on relève 61 morts et près de 200 blessés. La capitale a compris une chose simple. Dans cette guerre-là, le ciel aussi est un front. Alors la France prend une décision que personne, à l'époque, n'a le droit de raconter. Pour sauver Paris, elle va construire un second Paris. Un Paris de bois, de toile et de lumière, planté dans les champs au nord de la ville. Un Paris destiné, lui, à se faire bombarder. De cette ville, il ne reste presque rien. 2 photographies, quelques plans. Et une question que nous allons instruire ce soir. A-t-elle seulement existé et a-t-elle jamais servi ? Il faut remonter au tout début. 30 août 1914, un avion allemand, un Taube, survole Paris et lâche 4 bombes. Elles ne font aucune victime. Avec elles tombent des tracts et une oriflamme aux couleurs de l'Empire. Le message est clair, nous pouvons vous atteindre chez vous. 1915-1916. Ce sont d'abord les dirigeables, les Zeppelin. Le 29 janvier 1916, 17 bombes sur Belleville et Ménilmontant, 26 morts. Mais le Zeppelin est lent, vulnérable. La défense finit par l'abattre du ciel parisien. L'Allemagne change d'arme. Elle met au point le bombardier Gotha. Plus maniable, capable d'emporter jusqu'à 1 tonne de bombes, avec un rayon d'action de 150 à 200 km. En janvier 1918, il est au-dessus de Paris. Et la parade française, au début, tient en un mot, l'obscurité. On éteint Paris. L'idée est logique. Un pilote de 1918 n'a pas de radar. Il vise à l'œil, en reconnaissant au sol des repères lumineux, une gare, un fleuve, une grande avenue. Pas de lumière, pas de cible. Logique. Sauf que les Parisiens, eux, refusent de jouer les figurants terrorisés. L'historien Jean Alade l'a noté. Sous les raids, la population sort les jumelles, s'installe sur les bancs des boulevards et sur la butte Montmartre. On loue des chaises et des longues vues pour regarder passer les bombardiers. On vient au spectacle de sa propre destruction. Éteindre la ville ne suffira pas. Et à l'été 1917, un événement sert d'électrochoc. Le 13 juin, les bombardiers Gotha frappent Londres en plein jour et y font plus de 150 morts. Le message pour Paris est limpide. Ce qui est tombé sur Londres tombera sur nous. Dès 1917, le secrétariat d'État à l'aéronautique et la défense contre aéronefs cherche une parade. Elle est d'abord rudimentaire, projecteurs, canons, ballons de barrage et, à partir d'août 1917, au nord-est de Paris, de simples lampes à acétylène alignées pour faire croire, vue du ciel, à des avenues éclairées. De fausses avenues, retenez l'idée. Parce qu'en quelques mois, au tournant de 1918, ce bricolage va enfler jusqu'à devenir un projet dont l'ambition dépasse l'entendement. Début 1918, la recherche s'arrête et la décision tombe. Le secrétariat d'État à l'aéronautique et la direction de la lutte antiaérienne tranchent. On ne se contentera plus de fausses avenues. On va bâtir, grandeur nature, dans la campagne au nord de Paris, un décor complet de la capitale. De fausses gares, de fausses usines, de faux grands boulevards. Et le soir d'un raid, le vrai Paris s'éteindra, pendant que le faux Paris, lui, s'allumera. Pour attirer les bombes sur des champs vides. Le nom de l'homme à qui l'on confie le décor mérite d'être retenu. Un ingénieur électricien, Fernand Jacopodi. 10 ans plus tard, ce même homme deviendra célèbre pour avoir illuminé un tout autre monument, la Tour Eiffel. L'homme qui a truqué Paris est celui qui, ensuite, l'a fait briller pour de vrai. Un instant avant d'entrer dans la ville fantôme. Cette histoire-là, l'armée l'a effacée si soigneusement qu'elle a bien failli disparaître pour de bon. Nous, on la rallume. Une enquête par semaine, sourcée pièce par pièce. Si vous tenez à ce que ce faux Paris ne s'éteigne pas une seconde fois, l'abonnement suffit à garder la lumière allumée. Voilà, on y retourne. Mais avant de truquer une ville, il a fallu apprendre à truquer le regard. Et cet apprentissage, l'armée française ne l'a pas fait avec des ingénieurs, elle l'a fait avec des peintres. En 1915, elle crée une section de camouflage, chargée de dissimuler sous de grandes toiles les postes stratégiques, les canons, les observateurs.
À sa tête, un portraitiste, Lucien Victor Guirand de Sévola. Et Guirand de Sévola l'a dit lui-même, pour concevoir ses premiers motifs de dissimulation, il s'est inspiré des formes brisées de la peinture cubiste. Dans ses ateliers défilent des artistes qui ont un nom, Jacques Villon, Dunoyer de Segonzac. Le cubisme, cet art qu'on accusait de déformer le monde, se retrouve mobilisé pour le faire disparaître. Et il y a cette scène, trop belle pour être vraie et pourtant sourcée. Gertrude Stein la raconte dans l'autobiographie d'Alistoclas, parue en 1933. Boulevard Raspail, elle marche avec Picasso. Passe un canon bâché de motifs zébrés, noirs, kaki, ocre, en partance pour le front. Picasso s'arrête et lâche. C'est nous qui avons fait ça, nous, les cubistes. À demi provocation d'artiste et à demi vérité. Ce que cette anecdote dit, au fond, c'est qu'une bascule s'opère. Jusque-là, camoufler, c'est se fondre dans la nature, imiter le buisson, la terre. Le XXe siècle invente autre chose. Camoufler devient un art de composer une image fausse que l'ennemi prendra pour vraie. On ne cache plus l'objet, on fabrique à sa place une apparence. Du canon zébré à la ville factice, il n'y a qu'un changement d'échelle. La même idée, peindre pour tromper un œil qui regarde de loin. Le faux pari n'est pas une lubie d'ingénieur, c'est l'aboutissement logique d'une guerre qui a fait du mensonge visuel une arme. Reconstituons. Le projet n'est pas un lieu unique, c'est un chapelet de sites dispersés autour de Paris, désignés par lettres. Une zone vers Gonesse, une vers Maison Lafitte, une vers Chelles. Le plus élaboré aurait pris place au nord-ouest, entre l'actuelle Val d'Oise et les Yvelines. Les localisations exactes divergent selon les sources. Nous y revenons dans un instant. Ce qu'on prévoit d'y bâtir tient du théâtre à ciel ouvert. Une fausse gare de l'Est, de faux trains, des rampes lumineuses qui, la nuit, semblent rouler d'un point à l'autre. Des ébauches de grands boulevards, une fausse place de l'Étoile, une fausse opéra. Et, pour parfaire l'illusion vue d'en haut, on va jusqu'à esquisser un faux bras de Seine, car un pilote, la nuit, cherche d'abord le miroir d'un fleuve. Reprenons la mécanique, parce qu'elle est vertigineuse. Un soir de raid, le vrai Paris s'éteint d'un coup. Au même instant, à 20 km, une ville de toile s'illumine, avec ses gares et ses trains qui font mine d'avancer. Le pilote allemand vise la lumière, il lâche une tonne de bombes, sur des planches et des champs de betteraves. On a donc bâti une capitale entière dans le seul but qu'elle soit détruite. Une ville dont la population, les gares, les avenues, n'existent que pour attendre les bombes à la place des vraies. Une ville à pas. Le décor le plus coûteux jamais construit pour ne jamais accueillir personne. Et ici se pose le vrai problème de l'historien, celui qui fait tout le sel de cette affaire. Comment le savons-nous ? Un projet militaire secret, inachevé, démonté dans la foulée. Ce qui nous en reste est mince. Des plans, quelques descriptions d'après-guerre et surtout 2 photographies, parues dans l'Illustration et reprises à l'étranger en 1920. On y voit des toiles tendues et des baraquements de bois, l'un sans figurer une gare, l'autre l'illusion nocturne d'un train en marche. 2 images pour toute une ville. C'est peu. C'est pour cela que, aujourd'hui encore, les sources se contredisent sur son emplacement exact, sur son étendue, sur ce qui fut réellement bâti et ce qui resta sur le papier. Nous ne reconstituons pas un monument, nous reconstituons une rumeur documentée. Et puisque ce dossier est si mince, permettez que je m'adresse à vous directement. 2 photographies, c'est peu, mais un grenier, une malle de famille en dissimule parfois une 3e. Si l'un d'entre vous détient une pièce, un cliché, une lettre, un plan oublié, l'espace des commentaires est précisément fait pour l'y déposer. Un dossier se complète à plusieurs. Et nous lisons tout. Reste la question qui commande tout. A-t-elle servi ? Et la réponse est le dernier retournement de cette histoire. Le chantier n'est achevé qu'à l'automne 1918, septembre, novembre. Or, les derniers grands raids sur Paris, eux, sont déjà passés. Le 11 novembre, l'armistice tombe. Le projet est aussitôt abandonné, puis démonté. Le faux Paris n'a jamais été bombardé. Il n'a jamais été mis à l'épreuve. On ne saura donc jamais s'il aurait fonctionné.
Le stratagème le plus audacieux de la défense parisienne s'est achevé sans qu'une seule bombe vienne lui donner tort ou raison. Voyez l'ironie parfaite. Une ville conçue pour être anéantie n'a été sauvée que par une chose, la paix. Elle devait mourir sous les bombes. C'est l'armistice qui l'a tuée. Et son concepteur, Jacopodi, quittera les champs et les faux trains pour aller, quelques années plus tard, poser des guirlandes de lumière sur la vraie tour Eiffel. Le même geste, faire jaillir Paris de la nuit, d'abord pour mentir à l'ennemi, ensuite pour émerveiller le monde. Permettez une dernière lecture, une interprétation, pas une preuve. L'écrivain Xavier Boissel, dans Paris est un leurre, a vu dans cette ville factice bien plus qu'une anecdote militaire. La première grande répétition d'un siècle qui allait faire du faux une industrie. Un monde de doubles, de décors, de simulacres, où l'image finit par se substituer à la chose. En 1918, dans la boue au nord de Paris, on avait, sans le savoir, esquissé cela. Un lieu dont la seule réalité était d'imiter un autre lieu. Prenez cette lecture pour ce qu'elle est, une hypothèse. Mais elle éclaire pourquoi cette ville de rien continue de nous hanter. Il ne reste rien du faux Paris. Pas une planche, pas un rail. 2 photographies et le soupçon qu'il a existé. C'est peut-être le seul destin possible pour une ville née pour disparaître. La seule preuve qu'elle a vécu, c'est que nous sommes encore un siècle plus tard en train de la chercher. Une dernière chose, puisque tout, ici, tient à une seule question. Vous, pour sauver une ville, en bâtiriez-vous une fosse, ou est-ce déjà avoué qu'on tremble ? La réponse vous appartient. Elle va dans les commentaires, on les lit un à un. Et pour ne pas manquer la prochaine enquête, l'abonnement et la cloche s'en chargent à votre place. À très vite dans le dossier suivant.